Nous aimerions que les enfants d'Amanda soient nos seuls petits-enfants, a dit ma mère devant ma fille de 9 ans. Elle s'est enfuie en pleurant. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi. 3 jours plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Les anniversaires sont censés révéler le meilleur des gens. Dans ma famille, ils révèlent la vérité. C'était l'anniversaire de ma mère, et tout le cirque s'était rassemblé chez eux. Ma sœur Amanda et son mari Eric, rayonnant comme d'habitude avec leurs 3 petits prodiges, Caleb le poète, Grace la pianiste, et Moa, qui chantait probablement avant de parler. Et puis moi, Monica, la déception, qui ne suis venue qu'avec un seul enfant, Rose. Rose était assise sur le bord du canapé, balançant ses jambes, serrant la carte qu'elle avait faite, un cœur bancal dessiné au crayon rouge. Elle y avait travaillé pendant des heures. Je lui avais dit que c'était parfait. Je le croyais. Après le gâteau et les petites conversations gênantes, quelqu'un, probablement ma mère, a suggéré que les enfants fassent quelque chose de spécial pour grand-mère. C'est ce qui arrive quand la moitié de votre famille traite les enfants comme des animaux de cirque. Les enfants d'Amanda sont passés les premiers, bien sûr. Caleb a récité un poème qu'il avait écrit, qui ressemblait étrangement à quelque chose tiré d'une anthologie scolaire. Grace a joué un morceau au piano, ses doigts nets, répétés, confiants. Moi a chanté une jolie petite chanson. Tout le monde a applaudi comme s'il regardait des enfants prodiges auditionner pour la Juilliard. Puis ce fut le tour de Rose. Elle est timide, elle l'a toujours été, mais elle voulait essayer. Elle s'est levée, les mains tremblantes, et a commencé à chanter « Joyeux anniversaire ». Juste ça, quelque chose de simple. Sa voix a vacillé. Elle a manqué une note. À la 2e ligne, elle a trébuché, ses joues rougissant. À mi-chemin, sa gorge s'est nouée et elle est restée silencieuse. Il y a eu une pause, un léger murmure d'applaudissements polis. Les enfants d'Amanda ont échangé des regards comme s'ils venaient de gagner une compétition. Rose s'est assise, sa carte toujours serrée dans sa main, ses yeux brillants de larmes non versées. Et puis Caleb, toujours à vouloir se montrer, a lancé « Puis-je en faire un autre, grand-mère ?» Il a entamé un autre poème, cette fois impeccable. La pièce s'est de nouveau remplie d'applaudissements chaleureux. C'est là que ma mère l'a dit. Elle a ri, souriant toujours aux enfants d'Amanda, et a dit « Parfois, j'aimerais que vous soyez nos seuls petits-enfants. » Ce fut dit à la légère, comme si c'était drôle. Mon père a hoché la tête, les lèvres serrées en une ligne suffisante. Amanda a souri, maladroitement, oui, mais elle n'a pas objecté. Personne n'a objecté. Le rire n'a cessé que lorsque Rose s'est figée. Elle a regardé ma mère, puis moi, et les larmes ont coulé. Elle a filé. Sa chaise a grincé et elle s'est enfuie dans le couloir, sanglotant, ses petites épaules tremblantes. Le silence dans la pièce était assez lourd pour en étouffer. Je me suis levée, mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais être malade. Mika, a dit ma mère, sa voix légère et dédaigneuse. Oh, pour l'amour du ciel, c'était juste une blague. Une blague ? Je n'ai pas répondu. Je ne me faisais pas confiance pour le faire. J'ai marché dans le couloir, j'ai trouvé Rose recroquevillée sur le sol, serrant sa carte de crayon contre sa poitrine. Ses joues étaient mouillées, tachées, son petit corps tremblait. Je me suis accroupie, les serrées contre moi. Viens, ai-je murmuré. Ma gorge était serrée. Nous partons. Et c'est tout. Pas de confrontation dramatique, pas de scène, juste moi, ma fille et la porte. Nous sommes passés devant la salle à manger. Les enfants d'Amanda étaient assis raidement. Mon père fixait la table, et le sourire de ma mère s'était aigri en quelque chose de cassant. Le gâteau était intact. Personne ne nous a arrêtés. Dehors, l'air était frais. La petite main de Rose serrait la mienne comme si elle s'accrochait à la vie. Dans la voiture, elle s'est blottie contre moi, sa respiration saccadée, ses larmes mouillant ma manche. Que dites-vous dans un moment comme celui-là ? Il ne le pensait pas, mais il le pensait. Ce n'est pas vrai. Pour elle, cela semblait vrai. Pour moi, ce n'était qu'une confirmation de tout ce que j'avais su toute ma vie. Alors, j'ai dit la seule chose que je pouvais, tu es tout pour moi.
Tu m'entends? Tout. Elle a hoché la tête contre mon épaule, mais elle n'avait pas l'air convaincue. J'ai démarré la voiture. La voix de ma mère résonnait encore dans ma tête. Légère, négligente, cruelle. Parfois, j'aimerais que vous soyez nos seuls petits-enfants. Il pensait que c'était une blague. Il pensait que ça passerait. Il n'en avait aucune idée. Parce que pour ma fille, ce n'était pas une blague. C'était une blessure. Et pour moi, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il n'en avait aucune idée encore. Mais bientôt, leur vie allait commencer à s'effondrer. Les gens aiment dire que tous les enfants sont des bénédictions. Mes parents n'ont jamais reçu cette note. Je suis née quand ils avaient à peine 18 ans, encore des enfants eux-mêmes. Je n'étais pas prévue. Je n'étais pas désirée. Et bien qu'il ne l'ait jamais dit clairement, je le sentais dans chaque regard, chaque soupir, chaque blague. Tu nous dois, Monica. Mon père riait. Nous aurions pu être à l'université si ce n'était pas pour toi. Tu nous as tout coûté, ajoutait ma mère avec un sourire narquois, toujours présenté comme de l'humour, toujours suivi d'un rire. Mais je savais, même à 6 ans, je savais que ce n'était pas des blagues. Et puis quelques années plus tard, Amanda est arrivée. L'enfant d'or, c'était celle qu'ils avaient choisie, celle qu'ils voulaient quand ils étaient plus âgés, mariés, installés. Elle a eu les ballons, les albums photos et les applaudissements. J'ai eu les vêtements d'occasion des cousins et les sentiments de culpabilité. C'était l'histoire de mon enfance. Amanda brillait. J'ai survécu. Alors, je me suis fait une promesse. Si je ne pouvais pas être désirée, je serais incontournable. Dans notre famille, personne n'étudiait. Nous étions des travailleurs de bout en bout. Mais je me suis plongée dans les livres comme si ma vie en dépendait. Parce que c'était le cas. Chaque test, chaque note, chaque demande de bourse était un échelon pour sortir de l'abîme. Et quand j'ai obtenu une bourse complète pour l'école de droit, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, j'avais enfin fait quelque chose digne de fierté. Ils n'ont pas eu à payer un centime. Ils étaient soulagés. Un fardeau de moins. J'ai entendu ma mère dire, imaginez que votre enfant remporte une bourse et que votre première réaction soit le soulagement. Vous n'êtes pas responsable. Pourtant, je pensais que peut-être une fois avocate, une fois que j'aurais réussi, ils me verraient différemment, car nos parents géraient une entreprise de livraison. Juste quelques fourgonnettes, mais assez de maux de tête pour durer toute une vie. Licence, permis, inspection, des choses qu'ils n'ont jamais bien faites. J'ai grandi en les écoutant grommeler, si seulement nous avions un avocat dans la famille, nous serions en sécurité. Alors, j'ai décidé, d'accord, je serai cette avocate. Je serai celle qui nous sauvera tous. Pendant un certain temps, cela a fonctionné. J'ai obtenu mon diplôme, décroché un bon emploi dans un cabinet, commencé à gagner de l'argent réel. Pour la première fois, je ne me débrouillais plus. J'ai même commencé à leur envoyer de l'argent, $300 par mois, pour les aider avec l'hypothèque. C'était la première fois de leur vie qu'ils avaient un enfant qui les payait. Et en ce qui concerne leur entreprise de livraison, j'ai fait le ménage. J'ai classé leurs documents, discuté avec les inspecteurs, rédigé des réponses aux plaintes des concurrents, tout cela pro bono, bien sûr. Avant moi, les procès étaient constants. Après moi, le chaos a disparu. Leur petite entreprise a même grandi. Et pour la première fois, j'ai pensé, peut-être que j'ai enfin réussi. Peut-être que j'ai gagné leur respect. Puis est venue la promotion, la grande. J'avais une trentaine d'années, célibataire, en passe d'obtenir un poste qui aurait doublé mon salaire. Mes parents étaient fous de joie, presque ravis, planifiant combien plus je pourrais les aider. Et puis la vie est arrivée. Je suis tombée enceinte. Non planifiée, non attendue. Une relation occasionnelle qui n'était jamais censée durer. Il voit Rose parfois, mais il n'est pas vraiment présent. Mes parents m'ont dit de me débarrasser d'elle. Ne gâche pas ta vie. C'était leur conseil. Mais la seconde où j'ai vu ce test, quelque chose en moi a changé. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie comme une erreur. J'ai senti que j'avais un but. Alors, je l'ai gardé.
Et Rose a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Mes parents, ils étaient furieux. Tu as tout gâché, encore une fois. J'ai renoncé à la promotion. J'ai pris un rôle moins bien rémunéré avec des horaires flexibles. J'ai troqué le prestige contre l'équilibre et j'étais heureuse. Je le suis toujours. Mais mes parents ne m'ont jamais pardonné d'avoir choisi l'amour plutôt que l'argent. Maintenant Rose a 9 ans. Douce, timide, toujours en train de dessiner dans son carnet, plus confiante avec un crayon qu'avec un microphone. Elle est mon monde. Et malgré tout, malgré leurs ressentiments, leurs attaques constantes, j'aide toujours mes parents. 300$ par mois pour leur hypothèque, un travail juridique gratuit pour empêcher leur entreprise de s'effondrer. Parce que je pensais que c'était juste ce qu'une bonne fille faisait. Peut-être qu'un jour ils verraient. Et puis, il y a quelques semaines à peine, tout a changé. J'ai reçu une autre offre. Un cabinet d'avocats prestigieux, un salaire élevé, des horaires flexibles. Le genre de poste que j'avais autrefois refusé lorsque j'étais enceinte de Rose. Cela ressemblait au destin, une seconde chance. Et cette fois, je pouvais la prendre. Rose était plus âgée maintenant. Je pouvais trouver l'équilibre. J'avais prévu de surprendre mes parents avec la nouvelle le jour de l'anniversaire de ma mère pour leur dire « Vous n'avez plus à vous inquiéter. Je vais tout prendre en charge. Vous pouvez prendre votre retraite. » Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, ma mère a regardé ma fille et a dit qu'elle souhaitait que les enfants d'Amanda soient ses seuls petits-enfants. Et à ce moment-là, toutes les années de sacrifice, toutes les blagues, toutes les dettes que j'avais payées qui n'étaient jamais les miennes, cela m'a frappé comme un coup de poing. Je n'étais pas leur filet de sécurité. J'étais leur bouc émissaire. Et Rose, elle n'était qu'un dommage collatéral. Alors, quand je suis sortie de cette maison, la main de ma fille dans la mienne, je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Ils pensaient que c'était juste une autre blague. Ils pensaient que je m'en remettrais comme je l'avais toujours fait. Mais j'en avais assez. Et bientôt, leur vie commencerait à s'effilocher. Sur le chemin du retour, Rose regardait par la fenêtre, silencieuse, son visage appuyé contre la vitre. Je voulais remplir le silence, dire quelque chose qui annulerait ce qu'elle venait d'entendre. Mais il n'y a pas de mots qui puissent désentendre la cruauté. Plus tard, blottie dans son lit, son carnet de croquis posé sur ses genoux, elle a finalement demandé « Pourquoi grand-mère a-t-elle dit ça ?» Le pensait-elle ? Et voilà, la question qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à poser. Je me suis assise à côté d'elle. Ce qu'elle a dit était faux. C'était cruel. Et non, peu importe si elle pensait que c'était une blague, car ce n'était pas drôle. Son menton tremblait, mais elle semblait le penser. Elle avait tort, ai-je dit fermement. Ce qui compte, c'est toi. Tu es incroyable, et je ne laisserai jamais personne te faire sentir moins que cela. Ce n'était pas un discours. Ce n'était pas fleuri, mais c'était la vérité, et elle avait besoin de l'entendre. Cette nuit-là, une fois Rose endormie, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé mon application bancaire. Mon pouce a plané sur le bouton un instant avant que je ne l'appuie. Annuler le transfert récurrent. 300$ par mois. Confirmé. C'était presque risiblement facile. Un clic pour effacer des années d'obligation. Des années à essayer d'acheter une affection qui n'était jamais à vendre. Puis j'ai rédigé un dernier message. Ne me demandez plus d'aide juridique. Engagez votre propre avocat. J'ai fixé l'écran, appuyé sur « Envoyer » et fermé l'ordinateur portable. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Maman, nous parlerons quand tu te seras calmé. Papa, ne fais rien de hâtif. Tu le regretteras. J'ai mis la conversation en sourdine. Le soir, les SMS avaient changé. Maman, le renouvellement de la licence est dû. Peux-tu juste le classer ? Ça te prend 5 minutes. Amanda, peux-tu rendre un petit service à papa ? C'est important. J'ai posé le téléphone face cachée. Le silence s'est étiré pendant des jours, ponctué de sonneries que j'ai ignorées. Puis le désespoir s'est installé. Papa, si nous manquons cette échéance, nous aurons une amende. S'il te plaît, Monica. Maman,
Réponds à ton téléphone. Arrête d'être puéril. Fais juste les papiers. Puéril. L'ironie m'a presque fait rire. Je les ai laissés mijoter. J'ai laissé les appels s'accumuler. Les messages vocaux s'empilaient les uns sur les autres. Chacun un peu plus tendu, un peu plus frénétique. Enfin, après 4 jours de silence, j'ai répondu, non pas par un appel, mais par un SMS. Engager un avocat. J'ai fini. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale, puis encore, puis encore. Au 10e appel, j'ai décroché. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a claqué ma mère. Tu ne peux pas juste nous couper les ponts. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. La voix de mon père a fait irruption, lourde et indignée. Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. J'ai presque ri, un rire sec et amer. Et je l'ai remboursé depuis. Mais ma dette est finie. Tu es ingrate, a sifflé maman. Non, ai-je dit. Je suis libre. Et j'ai raccroché. Cette nuit-là, Rose était assise à la table de la cuisine, dessinant avec un sérieux que je ne lui voyais habituellement que lorsqu'elle essayait de perfectionner ses devoirs de mathématiques. Elle m'a timidement poussé le papier. C'était un dessin d'une fille tenant un pinceau, plus grande qu'une montagne. C'est toi, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. J'aimerais pouvoir aller à cette école d'art, celle où va l'ami de Grèce, mais ça coûte trop cher, n'est-ce pas? J'ai de nouveau regardé son dessin, la fille plus grande que les montagnes. Plus maintenant, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai souri, le premier vrai sourire que j'avais ressenti depuis des semaines. J'ai trouvé un moyen. Tu vas aller à cette école. Son visage s'est illuminé pour la première fois depuis les mots de ma mère. Rose a souri largement, sans retenue, une joie pure se répandant sur son visage. C'était le regard d'une enfant qui croyait à nouveau. Si vous aviez demandé à mes parents pourquoi j'avais arrêté de les aider, ils vous auraient donné une réponse très simple. Je suis devenue snob. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Je l'ai entendu de seconde main par ma tante, qui a appelé un matin, sa voix dégoulinante de fausse inquiétude. Ma chérie, ta mère dit que tu as changé depuis cette grande offre d'emploi. Que tu te crois trop bien pour nous maintenant. Trop bien. J'ai presque ri. Cela venait des mêmes personnes qui m'avaient dit un jour que garder Rose était la pire erreur de ma vie. Ils ont omis la partie, ai-je dit d'un ton neutre, où ils ont dit à Rose qu'ils souhaitaient que les enfants d'Amanda soient leurs seuls petits-enfants. Il y a eu une pause, une longue pause. Puis ma tante a murmuré, ils ont dit ça? Oui. Et juste comme ça, la chaîne de commérage a changé. Parce que pendant que mes parents étaient occupés à raconter comment leur fille ingrate les avait abandonnés pour l'argent et le prestige, je plantais discrètement la vérité. Et la vérité, il s'est avéré, avait des dents plus acérées que n'importe quelle rumeur. Les appels ont commencé. Des cousins que je n'avais pas entendus depuis des années, un des beaux-parents d'Amanda, même le frère de mon père, qui se souvenait à peine de mon anniversaire la plupart des années. Pourquoi les as-tu coupés, demandaient-ils tous, leur voix chuchotée comme si nous discutions d'un crime. Alors, je leur ai dit, sans colère, sans drame. Juste la simple vérité. À l'anniversaire de ma mère, ils ont dit à Rose qu'ils souhaitaient que les enfants d'Amanda soient leurs seuls petits-enfants. Silence, puis l'indignation. Pauvre Rose, a halté une cousine. Elle n'a que 9 ans. Incroyable, a marmonné une autre. Et juste comme ça, l'histoire soigneusement construite par mes parents de la fille avocate snob a commencé à s'effondrer. Certains parents chuchotaient encore que je devrais pardonner et oublier. Mais la plupart, ils ont commencé à regarder mes parents différemment, et mes parents le savaient. Puis est venu l'appel qui a tout changé. C'était une amie de travail, quelqu'un à qui j'avais fait des confidences des semaines avant la fête d'anniversaire. Je lui avais parlé de ma nouvelle offre d'emploi, de la façon dont j'avais prévu de surprendre mes parents avec elle, de leur dire enfin qu'ils pouvaient prendre leur retraite. Elle semblait hésitante quand j'ai décroché. Monica, je crois que j'ai peut-être fait une bêtise. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai croisé ta mère et ton père au magasin,
a-t-elle dit rapidement. Je pensais qu'ils savaient déjà, alors je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de la surprise. Ils m'ont regardé comme si j'avais une autre tête. J'ai dit, vous savez, la promotion. Comment vous alliez leur dire qu'ils pouvaient enfin se détendre avec l'argent? Monica. Ils sont devenus pâles comme des fantômes. J'ai fermé les yeux, l'image claire dans mon esprit. Ma mère serrant son caddie, la bouche de mon père relâchée. Tous les deux réalisant en un instant ce qu'ils avaient jeté. Ils ne savaient pas, ai-je dit. Non, a dit mon ami doucement. Et la façon dont ils ont regardé, je pense qu'ils ont réalisé ce qu'ils avaient perdu. Et c'est là que le désespoir a pris le dessus. Les messages qui autrefois exigeaient sont devenus mielleux. Tu nous manques. Parlons. C'était juste une blague. Nous ne le pensions pas. La famille fait des erreurs. Nous pouvons arranger ça. Et puis un samedi après-midi, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé mes parents debout, tenant le gâteau le plus ridicule que j'ai jamais vu. Il était énorme, couvert de glaçage pastel, avec « À notre petite fille préférée Rose » écrit en glaçage rose tremblant. Si l'insincérité était un sport olympique, ils auraient ramené l'or. Le sourire de ma mère était si tendu qu'il semblait douloureux. Nous avons fait ça pour Rose, a-t-elle annoncé joyeusement. Pour lui montrer à quel point nous l'aimons. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement à côté de la plaque que ça faisait mal. Des grands-parents normaux insistent sur le fait qu'ils aiment tous leurs petits-enfants également. Mais les miens, ils ont décidé de couronner une préférée du jour au lendemain, comme si cela effaçait le fait qu'ils souhaitaient qu'elle n'existe pas. Je me suis appuyée contre le chambranle de la porte, les bras croisés. Rose n'est pas là. Leurs visages ont vacillé, mais mon père s'est ressaisi. Alors, qu'elle le voie plus tard. Nous voulons juste arranger les choses. Arranger. Après avoir dit à ma fille qu'elle n'était pas désirée, il pensait qu'un gâteau avec un mauvais glaçage et de faux sourires pouvait l'effacer. Vous n'êtes pas venu ici pour Rose, ai-je dit calmement. Vous êtes venu ici pour mon argent. Ce gâteau n'achètera pas votre retour. Le sourire de ma mère affaiblit. Mon père a resserré sa prise sur la boîte à gâteaux comme si c'était une bouée de sauvetage. S'il vous plaît, a murmuré ma mère, le désespoir finissant par percer. Laissez-nous entrer. Non, ai-je dit, prenez votre gâteau et partez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Deux silhouettes humiliées descendant mon allée, serrant leur pot de vin sucré. L'effondrement de l'entreprise est venu ensuite. Lentement au début, puis tout d'un coup. D'abord, ils ont manqué un renouvellement de licence, une petite amende, ennuyeuse, mais supportable. Puis est venu l'audit de conformité, des formulaires manquants, des dépôts incorrects, le genre de paperasserie que je gérais autrefois en dormant. Les amendes ont doublé. Un mois plus tard, un concurrent a déposé une plainte. Mes parents ont essayé de gérer l'audience eux-mêmes. J'ai appris plus tard d'un parent qui y avait assisté. Ils ont trébuché sur le jargon juridique, se sont contredits, ont pratiquement remis l'affaire à l'autre partie. Les pénalités ont anéanti leurs économies. À la fin de l'année, l'entreprise de livraison était terminée. Amanda, qui comptait hériter de l'entreprise, n'a eu que des dettes. Et sans mes $300 par mois, sans leur filet de sécurité, mes parents ont pris du retard sur l'hypothèque. En quelques mois, la maison a disparu. Pendant ce temps, ma vie fleurissait en contraste. Rose s'épanouissait dans sa nouvelle école des beaux-arts. Un après-midi, elle est revenue en courant avec un dessin serré dans ses mains, essoufflée. Maman, ils ont mis le mien sur le tableau. La professeure a dit que c'était l'un des meilleurs de la classe. Pour une fois, le travail de mon enfant n'a pas été ignoré. Pour une fois, elle a été célébrée. Au travail, je m'épanouissais aussi. Le nouveau cabinet me donnait des affaires qui me mettaient au défi, des collègues qui me respectaient. Je ne survivais plus seulement. J'étais enfin à ma place. Et puis il y a eu Daniel, un père veuf que j'ai rencontré à l'école de Rose. Sa fille aimait aussi dessiner. Et bientôt les rendez-vous de jeu se sont transformés en conversations, les conversations en dîner. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je pensais avoir perdu.
La possibilité. Je pensais parfois au gâteau, au regard sur le visage de mes parents quand ils ont réalisé que je ne les laissais pas entrer. Je pensais à la voix de mon ami au téléphone décrivant à quel point ils étaient devenus pâles quand ils ont réalisé ce qu'ils avaient jeté. Et la vérité est que ça faisait mal parce que j'avais vraiment été prête à leur donner tout. J'avais été prête à prendre soin d'eux pour le reste de leur vie. Mais à la place, ils ont choisi une blague qui n'était pas une blague. Ils ont joué et ils ont perdu. Pendant que leur vie se désagrégeait, la mienne se mettait enfin en place. Ils avaient tout misé sur moi, en étant toujours leur filet de sécurité. Et quand ils m'ont perdu, ils ont tout perdu. 1 an plus tard, Rose est méconnaissable, loin de la fille timide qui trébuchait autrefois sur une chanson d'anniversaire. À son école des beaux-arts, ses dessins sont accrochés dans le couloir, et elle parle de couleurs et de coups de pinceau avec une confiance que je rêvais qu'elle ait. La voir entrer dans ce bâtiment chaque matin, la tête haute, vaut plus que chaque centime que j'ai jamais gaspillé pour mes parents. Ma propre vie est également différente. Le nouveau cabinet est devenu mon foyer. La promotion n'était pas seulement un titre. Elle m'a donné de la stabilité, du respect et la liberté de choisir mon propre avenir. Et Daniel, il n'est plus seulement le père veuf que j'ai rencontré à la sortie de l'école. Lui et sa fille Lily ont emménagé avec nous il y a quelques mois. Quand j'étais enfant, j'imaginais toujours que j'aurais un jour 2 enfants à moi. Puis la vie est arrivée. Au moment où Rose est née, j'étais célibataire et j'approchais de la quarantaine. Je me suis dit que ce rêve était terminé, qu'elle serait ma seule, et j'étais reconnaissante pour elle. Mais quand même, dans des moments de calme, j'ai pleuré la famille que je pensais ne jamais avoir. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, ce vieux rêve est devenu réalité d'une manière inattendue. Rose et Lily, la fille de Daniel, sont comme des sœurs, leurs chambres côte à côte, couvrant les murs de dessins, se chuchotant la nuit jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Et Daniel et moi les élevons ensemble, une équipe. Quant à mes parents, la nouvelle circule. Ils louent maintenant un petit appartement, loin de la maison dont ils se vantaient autrefois. L'entreprise a disparu. L'amertume d'Amanda est légendaire, et les parents qui les défendaient autrefois gardent leur distance. Tout le monde connaît l'histoire. Les grands-parents qui ont dit à une enfant qu'elle n'était pas vraiment désirée. C'est l'héritage qu'ils ont construit. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires.